simple de répondre à la question peut-on faire haïr les mathématiques. La plupart des gens que j'ai rencontrés, qui n'aiment pas les mathématiques, qui ne comprennent pas les mathématiques, qui sont adultes, m'expliquent presque tous qu'à un moment donné dans leur scolarité, il y a eu un professeur, un enseignant, qui les a dégoûtés, qui leur a donné une très mauvaise image des mathématiques. Donc l'idée c'est, est-ce qu'on peut faire le contraire? Et bien sûr, avant d'aller plus loin, un commentaire, un disclaimer, comme on dirait en anglais. Je n'ai évidemment pas l'intention de donner des recettes toutes faites, ni même d'expliquer où trouver le temps de faire voir les mathématiques d'une façon un peu différente, si possible, à des étudiants ou à des élèves. D'une certaine façon, vous avez sans doute entendu le commentaire quand on parle d'un élève, son travail est un peu scolaire, school life. Ce qui pourrait paraître une qualité, on a bien compris les règles de l'école, on les applique, et qui est pourtant d'une certaine façon un commentaire négatif. Dire de quelqu'un qu'il a un travail scolaire, c'est dire qu'il est trop collé au programme, qu'il est trop collé pour un élève, qu'il est trop collé à la façon habituelle, et qu'il n'a pas pris le recul nécessaire, qu'il n'a pas vu des choses un peu à côté. Alors, ce que je vais raconter, ça va être à peu près en 4 parties. La première partie, beaucoup de gens présentent les mathématiques essentiellement par le fait qu'on peut les appliquer. Alors, autant cette idée me paraît bonne, malheureusement, bonne, indispensable, si on va voir un politicien pour demander des crédits, autant je prétends que c'est une très mauvaise idée pour enseigner aux enfants ou aux étudiants des choses intéressantes en mathématiques. Lorsqu'on dit aux gens, vous voyez, les mathématiques c'est intéressant parce qu'on peut faire des cartes à puce, ou parce qu'on peut faire le classement Google, le Google Ranking, je pense qu'un enfant ou un étudiant, probablement, n'a pas besoin de le savoir, et j'irais même plus loin, ça peut lui donner au contraire une réticence, un recul. Quand j'étais jeune, si on m'avait dit, tu vois, les nombres premiers, ça sert pour les cartes à puce, je leur dis, ok, ça m'intéresse pas. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'application, il ne s'agit pas de cacher les applications, mais il s'agit de dire qu'elles ne viennent qu'après coup. Les mathématiques sont un jeu, me semble-t-il, ou peuvent être un jeu, comme je disais de hier. D'ailleurs, réfléchissez, quand vous voyez un adolescent jouer aux jeux vidéo, aux video games, est-ce que c'est vraiment l'utilité ou les applications qui l'intéressent? Non, c'est le jeu. Donc, d'une certaine façon, si on arrive à présenter un certain nombre de choses mathématiques comme un jeu, évidemment, up to some point, jusqu'à un certain point, on a peut-être des chances d'avoir quelqu'un qui va écouter avec un intérêt renouvelé ce qu'on doit raconter. Une question qu'on entend souvent, à ce niveau, mais aussi de la part d'adultes, c'est à quoi servent les mathématiques? Je prétends que cette question est absurde. Personne ne demande à quoi sert la géographie, ou à quoi sert la botanique, ou à quoi sert la philosophie. Mais pour les mathématiques, on demande à quoi servent les mathématiques. J'ai un collègue qui est à Bordeaux, qui s'appelle Didier Nordon, qui répond à quoi sert l'utilité? What the use of usefulness? Alors bien sûr, ça c'est la réponse provocante. Dans un deuxième temps, on peut dire oui, les mathématiques servent, mais ce qui me paraît important, c'est qu'elles servent toujours de façon complètement inattendue. You got something totally unexpected when you apply mathematics, when mathematics are going to be applied to. C'est par exemple, alors les exemples historiques sont banals. Les nombres complexes, à l'origine, on veut trouver un sens à la racine carrée de -1, et quelques temps plus tard, et de façon imprévisible et inattendue, ça sert à nous donner un modèle ou alternatif. On fait le théorème de Perron-Frobenius sur la valeur dominante d'une matrice primitive, et ça sert dans Google pour classer les pages web de Google. Mais c'est inattendu et ce n'était pas la motivation initiale. Cause. Lorsque le théorème de Perron-Frobenius a été énoncé, personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait un jour Google tout ce qui va avec. Pareil pour le complexe et le courant alternatif. Donc cette première partie, l'idée était et essayer de présenter les mathématiques comme un jeu, en insistant, si possible, ou en tout cas en faisant remarquer le côté inattendu de certaines applications, de la plupart des applications.
Alors bien sûr, il ne faut pas cacher que les mathématiques ne peuvent pas être simplement un jeu, et que nécessairement, il y a la nécessité de faire de la technique derrière. Si on apprend à jouer d'un instrument de musique, il faut faire des gammes. Et évidemment, il va y avoir de la technique, et ça, on ne peut pas y échapper, donc il y a forcément une partie des mathématiques qui est désagréable, technique, peu amusante, et comme dit Dieudonné dans la préface d'un de ses manuels, il n'y a pas de mathématiques sans larmes. Alors, j'ai dit inattendu tout à l'heure. La deuxième partie que je voudrais aborder maintenant, c'est les curiosités en mathématiques. Des curiosités qui sont de deux ordres, me semble-t-il, enfin de plusieurs ordres sans doute. D'une part, à nouveau, l'apparition de l'inattendu, c'est unexpected things, et d'autre part, de liens entre différentes choses a priori non reliées, qu'on pourrait bien sûr aussi classer dans le côté inattendu. La première chose qu'on rencontre sans vraiment s'en rendre compte, quand on est petit, on apprend le périmètre du cercle. Et donc on écrit on apprend par cœur, enfin c'était comme ça quand j'étais jeune et ça a été comme ça longtemps après, le périmètre du cercle, c'est 2π fois r. Alors bien sûr, si on réfléchit un peu plus, ce qu'on peut apprendre aux enfants, ce qu'on peut essayer de faire sentir aux enfants, c'est que il y a une proportionnalité, on va dire des choses comme ça quand on parle d'enfants, mais enfin entre nous on peut le dire, il y a une proportionnalité entre la longueur du rayon et la longueur du cercle, et il y a une certaine constante de proportionnalité qui se trouve être de pi. Très bien. Un peu plus tard, on parle de la surface, de l'air d'un cercle. Et à nouveau, si on multiplie le rayon par une certaine constante, l'air va être multiplié par le carré de la constante, et par conséquent, on a une formule qui est avec une constante de proportionnalité qui est égale, comme vous le savez, à pi. Et au fond, il me semble qu'on n'insiste jamais, en tout cas de nombreuses années après seulement, sur le fait que c'est le même pi, que le rapport entre ces deux constantes, c'est 2, et qu'il n'y a au fond aucune raison, au moins aucune raison immédiate. D'une certaine façon, il y a une curiosité qu'on comprend éventuellement, qu'on explique éventuellement que bien plus tard. So, I make break. Is that okay with French? Tout le monde est content du français? Ou je reste en français? Pas oui? Non, nous assistons, nous ne sommes pas un examen. Non. Okay, so we come in French. But please stop me if it's... Donc cette apparition de la même constante, totalement inattendue, un autre exemple de curiosité mathématique, de choses inattendues qui se passent, et qui m'a toujours fasciné, c'est quand on calcule la somme d'une série. Alors bien sûr, celle qu'on apprend quand on commence, celle-là n'est pas étonnante. Elle n'est pas étonnante parce qu'on a une représentation géométrique, on remplit un seau, you just fill a bucket with water, et on comprend qu'on va arriver à 1. Plus étonnant, lorsqu'on va calculer la série 1 sur n, dont nous sommes censés savoir qu'elle est binaire, when I was much younger, when I was like 7 or 18, it took me some time to admit that it was infinite. On a l'impression qu'on ajoute un petit truc à chaque fois et que bon, ça va converger. C'était l'époque du début des calculateurs de poche. Et finalement, si on fait le calcul sur le pocket computer, le pocket calculator, on obtient une limite qui dépend du calculateur, qui dépend d'un calculateur. C'est un peu embêtant. L'exemple suivant. Qu'on peut citer
quel niveau, il suffit de donner un sens au petit point, un sens intuitif, et puis on sait déjà ce qui est pi. Et l'exemple même, à mes yeux, de résultat inattendu. Que vient faire pi dans cette formule? Bien sûr, si on cherche à démontrer cette formule, je connais essentiellement deux méthodes. Une consiste à regarder des séries de Fourier, une autre qui en fait un encadrement avec des fonctions trigonométriques. Dans les deux cas, pi apparaît à cause de la démonstration. Mais on ne voit pas de raison intrinsèque, de raison explicable facilement pourquoi pi apparaît dans cette formule. Et il me semble que ce genre de choses va éveiller l'attention des gens si on leur dit tiens, il y a des choses bizarres qui se passent qu'on ne sait pas forcément expliquer, qu'on sait démontrer. Mais bien sûr, comme vous le savez aussi, si on prend des exposants pairs, on obtient des multiples de pi, des multiples rationnels de pi, pi à la puissance qu'il faut. Et si on prend 3 comme exposant, on ne sait rien. On sait juste, depuis pas très longtemps, depuis 30 ans, plus, 40 ans, non, 30, que c'est irrationnel et rien de plus. Voilà quelque chose qui peut frapper les esprits, y compris d'un adulte qui ne fait pas de maths. Tiens, même si apparemment, certainement, ça ne sert à rien. Tiens, c'est bizarre, on sait faire 2, 4, 6, on ne sait pas faire 3, 5, 7. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, si on prend des séries trigonométriques qu'on sait calculer des états de 2, pourquoi ne pas prendre de la trigonométrie hyperbolique, hyperbolic sine, hyperbolic cosine, and try to get some Fourier hyperbolic series? Bien sûr, ça ne marche pas. Enfin, si ça marche, on obtient une intégrale et on ne sait pas la calculer. Mais d'ailleurs, on peut poser des questions encore plus simples qui vont peut-être titiller l'esprit d'un enfant ou d'un étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire racine de 2? Rien. C'est juste une notation pour dire on prend la solution de x de moins 2 égale 0. Ce n'est rien d'autre qu'une notation. En revanche, on sait calculer les premiers chiffres du développement de racine de 2 en base 10. Question stupide. Est-ce qu'il y a une infinité de fois le chiffre 4 qui apparaît dans ce développement? Réponse, on ne sait pas. Voilà une question qui est très simple, qu'on peut raconter à un enfant de 12 ans peut-être, et on ne connaît pas la réponse. Et j'ai dit 4, mais on prend n'importe quel autre chiffre. So, whatever the occurrence, whatever the digit you look at, it's not net. The digit occurs infinitely often in the expansion, in this expansion. 2. Bien sûr, j'aurais pu poser la question, enfin bien sûr, j'aurais pu poser la question aussi avec pi. Oh, au fait, en roumain, on met une virgule ou un point? C'est virgule. Merci. Même question avec pi, est-ce qu'il y a une infinité de 4? On ne sait pas. It could well be that after some point, after some rank, after some index, every digit of pi is just 0 or 1. Bien sûr, c'est peu probable, mais ça pourrait être. On ne sait pas le démontrer. On ne sait pas démontrer que ce n'est pas le cas. Dans le même genre d'idée, de choses qui peuvent titiller l'esprit, tease the mind, la géométrie à l'ancienne, la géométrie à la papa, comme on dirait en français. Vous vous souvenez, vous avez sûrement fait ça un jour ou l'autre dans votre vie, toutes les propriétés incroyables des triangles. On prend un triangle, on prend l'intersection des médianes, ou des médiatrices, ou des hauteurs, on trouve des points. Tiens, elles se trouvent toutes en un même point. Enfin, 3 médianes, 2 hauteurs. Ou bien le cercle des 9 points d'Euler. Toutes ces choses qui sont parfaitement inattendues et qui peuvent à nouveau éveiller l'esprit de gens qui vont se dire, tiens, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses auxquelles on ne sait pas répondre et qui sont pourtant d'un énoncé relativement simple. Et on peut même imaginer, alors ça c'est peut-être un peu plus tard, vers la classe de première ou terminale, vers le baccalauréat en France,
la question suivante que je m'étais posée à cette époque-là, qui est toute simple, et à laquelle on peut répondre pour une fois. Vous savez, les lignes trigonométriques, vous savez que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, que sinus de pi sur 3, etc. Donc vous savez que pour certains angles, on peut donner l'expression avec simplement les 4 opérations et les racines carrées. Pour quels angles est-ce vrai? On peut montrer, c'est pas très difficile, que pour tous les angles de degré multiples de 3, on peut trouver une expression qui est simplement des plus, des multipliés, des divisés, moins, et des racines carrées peut-être emboîtées. Bon, peut-être je vais arrêter les curiosités. Si, une dernière, on peut se poser la question, les polynômes, c'est des choses faciles à calculer. Est-ce que ce serait vrai que toutes les fonctions sont des polynômes? Vous savez bien que non. Mais du coup, si on se dit, tiens, on va essayer de trouver un polynôme qui approche bien une fonction comme le sinus, une fonction qui paraît compliquée quand on est enfant. Naturellement, la réponse est, ça dépend ce qu'on entend par rapprocher. Et à un moment ou à un autre, on va se trouver devant la formule de Taylor. On va trouver ça magique. Et je dirais même plus que magique. La première fois que j'ai vu la formule de Taylor, qu'on peut montrer, sans rentrer dans les détails, à un enfant de 15 ans, la première fois que j'ai vu la formule de Taylor, j'ai trouvé ça vraiment magique au sens de presque, j'allais dire, divin, d'origine divine. Et en fait, ces factoriels qui apparaissaient au dénominateur me paraissaient incroyablement inattendus et magiques. Comme vous le savez bien, il n'y a rien de magique et d'inattendu derrière, puisque quand on intègre plusieurs fois, il y a une factorielle qui va apparaître au dénominateur. Donc cette espèce de magie disparaît, un peu comme quand on vient de voir le numéro d'un clown et qu'on voit dans la loge après et qu'on voit un vieil homme triste et qui s'est démaquillé et qui n'est plus du tout amusant. Je veux dire une dernière chose sur les curiosités, et ça nous permettra de revenir plus tard. J'ai parlé de séries. Bien sûr, les produits infinis, c'est quelque chose qui ressemble à des séries qu'on peut montrer, sans aller trop loin dans le détail. Et voilà un autre exemple qui n'est pas vraiment, en tout cas sur la première forme, qui n'est pas vraiment un produit infini, qui est la chose suivante, qui à nouveau peut amuser. Encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails pour le moment. On écrit les fractions suivantes, 1/2. Ensuite, on écrit 1/2 divisé par 3/4. Ensuite, on écrit 1/2 divisé par 3/4, divisé par 5/6, divisé par 7/8, etc. Donc, vous voyez, on a une suite de fractions, emboîtées, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait croître le nombre de termes vers l'infini? Réponse, ça converge, et ça a une valeur simple. Ça tend vers assez de dessus. La démonstration n'est pas très difficile, et d'ailleurs, ce n'est pas l'objet que de la donner ici. Juste une remarque étonnante, c'est que si on avait remplacé chaque chiffre ici par le suivant, c'est-à-dire qu'on avait fait 2 tiers, 4/5, etc., on aurait décalé tous les chiffres de 1, ça aurait eu aussi une limite, mais on ne sait rien sur la limite, on ne sait même pas si c'est le nombre algébrique ou transcendant. À vrai dire, le produit qui est là, peut s'écrire comme un produit infini de 1/2, 3/4, etc., avec des exposants qui sont plus ou moins 1, et une suite d'exposants sur laquelle on reviendra tout à l'heure. À nouveau, c'est quelque chose qui peut être montré expérimentalement sans voire démontrer, c'est pas, enfin, peut-être niveau terminal, disons, une première année d'université, on peut démontrer que la suite qui est là, enfin, on peut donner une expression explicite de la suite qui est là, ce qu'on fera peut-être tout à l'heure.
décrire, nous démontrer. Et donc la question se pose, je dis à un moment que les mathématiques ça pouvait être amusant comme un jeu parce qu'on montre des résultats inattendus. Je dis qu'il pouvait y avoir des applications, surtout pas les données dès le début, qu'il y avait la technique, mais il y a aussi, c'est un petit peu dans la direction de la technique, les démonstrations. Je ne sais pas quelle est la situation en Roumanie, mais en France, depuis un certain nombre d'années, il est interdit de donner des démonstrations au lycée. Ce qui est absolument incroyable. Ça veut dire que les mathématiques deviennent un ensemble de recettes. Just recipes that you apply without knowing anything behind. Et quelle est la raison pour ça? La raison apparente, c'est trop difficile de faire des démonstrations. Who cares, after all? Mais la vraie raison est probablement autre. La vraie raison, c'est probablement que les politiciens n'ont pas envie d'avoir des gens qui pensent devant eux. Et évidemment, si on supprime les démonstrations, on supprime le fil de la pensée, on supprime l'esprit critique, on supprime y compris d'ailleurs la possibilité d'être avocat, de pouvoir dérouler un raisonnement. Et donc, ça ne peut pas être. C'est une vision pessimiste, mais ce n'est sûrement pas innocent comme supprimer les démonstrations. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout démontrer. Il s'agit de donner des démonstrations, d'expliquer pourquoi et comment une démonstration peut être utile. Et je pense que, après tout, je vais donner l'exemple des jeux vidéo. Si vous regardez des enfants qui font autre chose que des jeux vidéo, qui font par exemple des jeux aux échecs, il y a quelque chose comme un raisonnement. Quand vous réfléchissez pour savoir si tel coup est meilleur que tel autre, il y a bien un raisonnement, il y a bien quelque chose comme une démonstration. Comme. D'autant plus que les démonstrations qu'on demande à ces niveaux-là, ce qu'on montre, qu'on apprend, qu'on enseigne à ces niveaux-là, c'est-à-dire essentiellement juste dans l'enseignement secondaire ou bien aux premières années de l'université, ne sont pas des démonstrations très compliquées pour la plupart, et elles sont presque automatiques, elles sont presque algorithmiques. Un exemple, on prend un ensemble avec une loi de composition, le set of operation, et on veut montrer que s'il y a un élément neutre, il y en a qu'un. There is a unit, there is only one. La seule idée qu'on puisse avoir, c'est de dire, je vais supposer qu'il y en a deux et montrer que c'est la même. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre idée que ça? Évidemment, je ne vous apprends rien. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces deux éléments? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Rien d'autre que les composer. C'est tout ce qu'on a, une loi de composition. On les compose. Et évidemment, une fois qu'on a écrit ça, la démonstration est faite. Donc c'est pas un truc qu'il faut inventer ex nihilo de façon très compliquée, c'est quelque chose qui est presque imposé par les données. Très souvent, les démonstrations ne sont rien d'autre qu'une espèce de tranquillité vis-à-vis de la question et de voir qu'au fond, la réponse est presque contenue dans la question. Mais il faut quand même la donner, l'expliciter et dérouler le fil du raisonnement. Les démonstrations sont utiles aussi pour éviter de démontrer des choses fausses. Pas démontrer, pardonnez-moi, dénoncer des choses fausses. Si on se pose la question de savoir que vaut la somme des 1, moins 1, 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., bien sûr, si on est savant, on dit que c'est savant, entre guillemets, on dit que c'est diverge, mais sinon, on essaie de faire des calculs, on s'aperçoit que si on garde des sommes paires, je ne comprends rien, d'ordre pair, ça vaut 0, sinon ça vaut moins 1. Tiens, il y a deux limites possibles. Si on trafique un petit peu, on trouve 1,5. Bref, une démonstration est indispensable, non pas pour savoir les règles qu'on a le droit d'appliquer, mais pour vérifier que les règles qu'on a le droit d'appliquer sont bonnes. C'est un résultat. J'ai dit il y a un instant que la plupart des démonstrations sont presque algorithmiques, et c'est une tendance relativement récente qui montre encore une fois que la logique est d'une certaine façon à l'intersection des mathématiques et de l'informatique. La notion que programme, au sens programme informatique, égale démonstration. Donc ça c'est une idée qui se développe beaucoup. Tout ce qui est preuve de programme, tout ce qui est, au fond, la rigueur d'un programme équivaut d'une certaine façon, on peut donner une signification précise à cette phrase, à une démonstration. D'ailleurs, il y a des cas bien antérieurs et finalement étonnants et inattendus comme tout. Il y a un mathématicien dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle Salberger.
logiciel qu'il appelle Shalosh Echad, qui veut dire, je crois, un, si je ne m'abuse, en hébreu. Stahlberger est un peu américain, un peu israélien. Et donc c'est un système de preuve automatique, de démonstration automatique, dans un cadre bien précis qui est démontrer des identités combinatoires. Par exemple, que la somme des coefficients du binôme est égale à 2 puissance n. Somme 2. Donc ça c'est facile, mais il en a des plus compliqués. Et son programme découvre des identités, les démontre, et écrit la démonstration dans un langage compréhensible pour un être humain. Du coup, Stahlberger écrit des articles avec son ordinateur, His computer is a car, some papers of him, et cette notion de démonstration automatique poussée à l'extrême. On peut même imaginer que dans 50 ou 100 ans, les mathématiciens travailleront dans une sorte de méta-niveau où tout ce qu'on considère maintenant comme des démonstrations presque automatiques, mais sans vraiment en être conscient, seront faites automatiquement, de la même façon que pratiquement plus personne ne décompose une fraction rationnelle en éléments simples, et qu'on laisse à un logiciel de calcul formel le soin de le faire. De la même façon que les démonstrations sont importantes, ou au moins l'idée qu'il y a des démonstrations et qu'elles sont nécessaires, de même, la notion de contre-exemple est à la fois banale, importante, voire fondamentale. Bon, le premier emploi que j'ai eu, c'était à l'IUT. L'IUT, ça veut dire l'Institut universitaire de technologie, à Bordeaux, et c'était des gens qui faisaient de l'informatique de gestion. So, certainly not interested in real mathematics. Et j'essayais de leur apprendre des mathématiques, sans me rendre compte d'ailleurs que je tapais probablement trop en termes de niveau. Et il s'était aperçu que chaque fois qu'il me donnait un énoncé faux, douteux, j'essayais de trouver un contre-exemple. Donc ils avaient trouvé la solution pour ralentir le cours, c'est me poser sans arrêt des questions. Est-il vrai que pour 3 matrices, on a A égale B, AB plus C égale A, n'importe quelle identité, en sachant que j'allais m'arrêter, je cherchais un contre-exemple, et que du coup ça allait ralentir. Bien sûr, j'avais trouvé la parade pendant un certain temps, c'est de continuer le cours tout en cherchant le contre-exemple pour faire la derrière. Bon, j'ai encore plein d'exemples, on ne va peut-être pas insister trop. On va aborder maintenant la dernière partie, qui n'est pas souvent abordée, me semble-t-il, dans la scolarité, qui est le lien des mathématiques avec d'autres disciplines. Alors bien sûr, il y a des liens qui sont faits, entre la mathématique et la physique par exemple, mais pas si bien que ça. Et il y a bien sûr d'autres domaines. Commençons par la physique. Il y a longtemps, j'ai donné des cours particuliers à une jeune fille qui était très embêtée parce qu'elle entendait le mot cosinus de 2 sources différentes. D'une part au cours de mathématiques, d'autre part au cours de physique. Au cours de mathématiques, c'était il y a longtemps, donc c'était une vision très formelle, très formaliste, très bombardiste. Alors, elle regardait ces matrices-là, c'était en seconde, c'est-à-dire 3 ans avant le bac, elle regardait ces matrices-là, et on disait, on appelle cosinus de la matrice le nombre petit a. Et parallèlement, elle a eu en physique, où on disait le cosinus. C'est ce que vous devinez. Et évidemment, elle était dans cette espèce d'état schizophrène un peu délicat, où on se demandait quel lien il y avait entre les deux. Comme vous le savez, pour montrer qu'il y a un lien entre les deux, il faut quand même travailler un peu. Il faut, bon, toute la notion difficile, une notion d'angle, qui est une notion difficile qu'il faut mettre en place. Et donc, la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, qui d'ailleurs la rassurait, c'est dans quelques semaines, on comprendra mieux, on pourra expliquer exactement pourquoi c'est la même chose, mais pour l'instant, tu peux admettre que c'est la même chose, qu'il y a un lien entre ces deux-là, et que c'est la même. Ou bien tu peux considérer que c'est 2 choses, 2 domaines différents, où il y a un mot commun, dont on pourra expliquer plus tard que c'est la même chose. J'ai utilisé le mot admettre, c'est pas innocent, c'était par rapport avec ce que j'ai dit sur les démonstrations tout à l'heure. Bien sûr, on va tout démontrer, bien sûr, on va admettre des choses, évidemment.
D'ailleurs, ça peut être décevant. J'ai un souvenir très clair de la première fois qu'on m'a dit on va démontrer le théorème des accroissements finis. Mais pour ça, on admet d'abord le théorème de Rolle. Donc je disais lié à d'autres disciplines, lié par exemple à l'histoire. Après tout, c'est intéressant de savoir que tel mathématicien a vécu sous tel roi, ou en même temps que tel compositeur. Pas forcément pour faire des liens, mais pour essayer de classer ça et du coup de redonner une chair, de redonner une chair aux mathématiques. Les mathématiques, c'est pas ex nihilo, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui est fait par des gens. D'ailleurs, dans cette direction, vous connaissez le débat classique entre est-ce que les mathématiques sont découvertes ou inventées. Alors, mathematics discovered or invented, built, constructed. Et un livre de Changeux et grand mathématicien, mais mon nom m'échappe provisoirement, où les mathématiciens, l'intelligentsia mathématicienne française, prétendent que les mathématiques sont découvertes, comme on découvre la même. Les mathématiques existent indépendamment de tout, indépendamment de nous. Ce que je ne crois pas. Les mathématiques, on les construit. On les construit bien sûr pas de façon totalement arbitraire, mais on les construit, on les fabrique comme un menuisier, on fabrique un meuble en bois. Donc, faire des liens entre mathématiques et histoire, faire des liens entre mathématiques et géographie. En ce moment, il y a des controverses assez importantes sur tout ce qui est ces trucs stupides de bibliométrie, impact factor, etc. Et si on réfléchit bien, les revues qui sont considérées comme bonnes, comme par hasard, sont des revues qui sont essentiellement basées aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Les revues indiennes, les revues africaines, les revues de l'Europe centrale sont considérées, sans aucune raison, juste pour des raisons géopolitiques, j'ai envie de dire, comme moins bonnes. Et il n'y a aucune raison de penser. C'est juste les systèmes de calcul, les indices fabriqués par qui vous savez, qui donnent cette impression. Donc géographie, géopolitique, économie. Économie, bien sûr, mathématiques en économie, il y a plusieurs niveaux. Je vais en donner trois. Le premier niveau, disons le plus élevé peut-être, le plus difficile, c'est toute la théorie mathématique de l'économie et le fait de savoir si ça s'applique ou non à des modèles. Par exemple, l'économiste moyen, l'homme de la rue, est persuadé que si chaque agent optimise son petit domaine, ça donne un optimum global. Ce qui est une imbécilité totale. On peut donner des milliers d'exemples de modèles où un optimum global n'est en aucun cas obtenu par superposition des optimales locaux. C'est une évidence. Et pourtant, tout le monde dit oui, c'est la loi du marché, c'est normal. Chacun optimise son petit truc et c'est ridicule. À un niveau le plus bas possible, c'est même plus des mathématiques, c'est du calcul comme on devrait savoir faire à l'école primaire. Lorsque Sarkozy a été élu président de la République, il a immédiatement augmenté son salaire de 180%. On pense ce qu'on veut dans l'éthique, gardons juste le chiffre de 180%. Quand Hollande a été élu, il a diminué son salaire de 30%. Et il y a plein de gens, énormément de gens, dans les radios, dans les journaux, qui ont dit oui, bien sûr, mais 180 moins 30 égale 150, c'est donc qu'il a augmenté son salaire de 150%. Je veux dire, les pourcentages, à l'âge de 10 ans, on sait que c'est une chose grossière. Un peu dans le même genre d'idée, quand vous voyez un magasin avec marqué 50% de réduction sur le deuxième article. Peu de gens, me semble-t-il, se rendent compte que ça veut dire au plus 25% sur l'ensemble. Bien. Un troisième niveau intermédiaire, plus intéressant peut-être. Vous vous rappelez la suite tout à l'heure des exposants de 1,5 3/4 dans la fraction qui se répétait. Imaginez qu'on joue à un jeu à 2 joueurs, par exemple au tennis. Dans certains de ces jeux, celui qui commence a un avantage. Donc, si on joue plusieurs fois, si on veut compenser l'avantage du premier qui commence, on a envie d'écrire, on va faire commencer alternativement A puis B puis A puis B pour compenser l'avantage du premier. Sauf que si on regarde bien ça, on s'aperçoit que c'est encore pas tout à fait juste ce qu'on doit faire. Et peut-être, et c'est d'ailleurs le cas pour le tie-break au tennis, on a quelque chose qui paraît un peu plus juste,
BA, BBA. C'est un tout petit peu plus juste, on a l'impression que A et B commencent à peu près de la même façon aussi souvent. Si on réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que, à nouveau, c'est pas très honnête, c'est pas équitable en tout cas, et que peut-être on faut pousser un cran plus loin. Et ainsi de suite. Et si on fait cette chose d'une infinité de formes, donc il y a une suite classique qui s'appelle la suite de Faux-Morse, et qui est d'ailleurs la même, c'était l'inattendu dont je parle au début, que la suite des plus et des moins du produit infini de tout à l'heure. Dans les 3-4 minutes qui restent, je voudrais parler d'un dernier point, une dernière discipline avec laquelle on peut faire le lien. C'est ce qui s'appelle l'ethnomathématique. L'ethnomathématique, c'est une discipline relativement récente qui consiste à s'intéresser aux pratiques artistiques, rituelles, religieuses, en tout cas certaines pratiques de peuples que les gens appelaient il y a 30 ans des peuples primitifs, mais c'est pas politiquement correct. Donc maintenant la définition, c'est des peuples qui n'ont pas de langage écrit, qui n'utilisent pas énormément de langage écrit. Et donc si on regarde les pratiques, qui peuvent être musicales, qui peuvent être picturales, qui peuvent être de toutes sortes, ces pratiques, vues par des gens mathématiciens, ou en tout cas qui ont l'habitude d'un langage mathématique, sont des mathématiques, mais des mathématiques présentées d'une façon inattendue, dans lesquelles même la notion de démonstration est sous-jacente, mais de façon pas tout à fait la même que celle à laquelle nous pensons. Alors plutôt que de parler en l'air, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais enfant, j'allais voir ma mère régulièrement, comme le font la plupart des enfants, en disant « Maman, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et parmi les dizaines et centaines de milliers de choses qu'elle m'a données, qu'elle m'a indiquées ou qu'elle m'a proposées pour lever cet ennui, se trouvait le dessin suivant. Il fallait faire sans lever la main. Et elle m'avait dit, je sais généraliser si c'est pas un carré 4 sur 4, mais 8 sur 8, 2 puissance n sur 2 puissance n. Bon. De nombreuses années plus tard, de très nombreuses années plus tard, j'ai écouté des conférences de sociologues, de mathématiciens, enfin il y avait une où ce genre de dessin est apparu, et ça existe en Inde, ça s'appelle un kolam. Ça existe aux îles Vanuatu, l'ancien Ceylan, ça existe en Afrique. Donc, dans le cas de l'Inde, les femmes indiennes, le matin, prennent une espèce de poudre de riz et font certains dessins sur le seuil de leur porte. C'est un peu rituel, un peu artistique, un peu presque magique. Parmi les dessins, il y a ce modèle-là. Alors, bien sûr, c'est beau, c'est joli, c'est ce qu'on peut dire, enfin, il y a une espèce de qualité esthétique derrière. Et on peut se demander s'il y a des mathématiques derrière. Certainement. Alors j'ai entendu vos fractales. Oui, il y a ça. Il y a même plus simple, enfin plus immédiat, qui est de simplifier au maximum la coupe, d'obtenir ce que je viens d'obtenir, de regarder que la moitié supérieure gauche, parce qu'il y a une symétrie, et de décrire cette moitié gauche par un codage qui est, on se promène du droit comme il y a une quadrature de Maclaurin au max. Donc on est là, à gauche.
etc. Donc il y a une suite de gauche et de droite qui décrit, j'aurais dû mettre G et gauche et droite, qui décrit parfaitement le parcours de cette moitié de taux et qui se généralise de puissance n dans une suite infinie. Il se trouve que cette suite et celle-là sont liées. Si vous regardez ici, on va enlever le A et puis on va regarder les longueurs des blocs de A ou de B consécutifs. Et si j'avais écrit la suite infinie ici, non pas périodique, hein, la suite infinie en faisant à chaque fois le même trafic que là, on aurait obtenu exactement cette suite-là, c'est un résultat, c'est intérêt. Qui montre à nouveau le côté inattendu. Entre parenthèses, cette suite s'appelle la suite de Toul-Morse. Elle intervient beaucoup en combinatoire des mots, en mathématiques discrètes, etc. Pour finir, donc mon impression est que pour me semble être, enfin, que pour essayer d'intéresser les gens, que ce soit les curious students en mathématiques, pour leur dire qu'il y a quelque chose derrière, insister sur le côté inattendu, insister sur des liens bizarres entre des choses qui n'ont rien à voir, et d'une certaine façon, tout ça consiste à insister sur le fait que les mathématiques, c'est pas une donnée qu'on donne comme ça, c'est quelque chose qui se construit, qui continue à se construire, qui continue à évoluer d'une certaine façon, avec la différence, avec les évolutions habituelles, qu'il y a très peu de chances, sans doute aucune, qu'on raille toute une partie des mathématiques en disant que tout ça a été faux. Il me reste à vous remercier de vous être dérangé un dimanche matin pour une classe.